qu'est-ce que ça m'apporte voilà, quand tu es petit, quand tu es petite, bah, tu sais que tu es différent des autres, que les gens ils te regardent un peu plus, on t'appelle blanche, on t'appelle pas même quand tu marches en route. Hello, hello everyone. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Atalaku Effect. Comme à l'accoutumée, je suis votre hôte Claudel Camgan et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir une conversation avec une très bonne amie à moi, Carole Fonkwanjai, que je connais depuis bientôt 15 ans maintenant, je crois 2004. La première c'est au Collège Vogt. Donc Carole, bienvenue sur le show. Oui, merci Claudel, merci pour l'invitation. Alors Carole, je vais rentrer tout de suite par, comme à l'accoutumée, hein, parce que je te connais, ou alors pense te connaître un minimum, mais je pense que ce sera intéressant pour nos ceux qui nous écoutent de te connaître un petit peu mieux. Donc on va commencer par l'enfance. Est-ce que tu peux nous parler de d'où est-ce que tu as grandi et on va évoluer petit à petit avec des questions jusqu'à la terminale. Alors, je suis née à Yaoundé. J'ai grandi dans le quartier de Yaoundé qui s'appelle Biémassi, où voilà, je suis allée à l'école, à une école qui était vers Bastos. Et j'ai fait mon collège par la suite au collège Françoise Xavier Vogt jusqu'à la terminale. D'accord. Du coup, basé à Biémassi jusqu'à Bastos, c'était de mémoire, c'est à peu près quoi 30-45 minutes. Quelle était l'idée alors, je sais pas si tu sais, hein, mais c'est sûrement c'est un choix de tes parents, mais est-ce que c'était parce que l'école à Bastos était vue comme meilleure ou alors c'est parce que enfin, quelle était l'idée derrière? C'est parce que en fait, c'était pour mes parents, on habitait avant à Carrefour-Régie, donc c'était le centre éducatif. Donc voilà, on a changé, on a déménagé en cours de scolarité. Mes parents, ils ont préféré qu'on continue les études là-bas, le primaire, tout simplement. D'accord, ok. Donc, il y avait une partie un peu on connaît le coin, on est passé par là, donc c'est ce que c'est l'aspect Oui, confiance un peu. Ok. Est-ce que du coup oui, oui. est-ce que ça te dérangeait ou de te poser des problèmes particuliers du coup que tes voisins à BMSI lycée au même âge, vous n'alliez pas à la même école? Est-ce que c'est un point qui à un moment donné de ta vie t'a fait te poser des questions, te demander mais pourquoi je suis aussi loin ou bien sûr de choses? Non, pas du tout. Ça s'est fait naturellement. De ce que je me rappelle, ça m'a pas marqué plus que ça. Mes voisins, les copains du quartier, quand on se retrouvait, c'était vraiment que pour jouer. Surtout quand on est petit, c'est vraiment jouer au foot, dehors. Voilà, on se posait pas plus de questions par rapport à l'école ou quoi que ce soit. C'était vraiment l'enfance insouciante. Nice. D'ailleurs, tu viens de mentionner quelque chose qui est assez intéressant. Vous vous retrouveriez dehors pour jouer au foot. Donc, est-ce que tu dirais que tu as une éducation d'enfant de la barrière? Euh, Oui et non, pour moi, je pouvais être dans le quartier, autour de la maison ou aller chez les voisins qui sont vraiment attenants. Mais c'est vrai que 18 heures dès qu'il faisait noir, il fallait que je sois à la maison, ça c'est sûr. Ok. Et pour définir un peu hein, pour ceux qui nous écoutent, enfant de la barrière au Cameroun, c'est en général lié à une éducation très stricte. C'est-à-dire les parents vous empêchent de sortir. Quand vous sortez de la maison, c'est pour aller à l'école ou avec les parents, mais généralement ne veulent pas que vous vous associez ou jouer avec les enfants du quartier dans la rue. Parce que certains parents, pour certaines raisons, le voient comme dangereux. Ok, donc Carole, tu finis Bastos. Et donc en sixième, tu rejoins le collège Françoise Xavier Vogt. Est-ce que tu peux nous Oui, parler c'est ça. de tes deux, trois premières années? Quelles étaient les joies et difficultés associées à l'entrée au collège? Alors j'étais très contente d'y entrer parce que je me rappelle que quand il fallait que c'est le concours pour y entrer et que je n'étais pas très assidue, j'aimais beaucoup jouer. Mais il se trouve que mes parents m'ont dit Carole, c'est simple, si tu réussis pas l'entrée au collège, bah, tu vas te retrouver au lycée du quartier. Et pour eux, bah, évidemment, ça aurait été un grand échec. Voilà. Et moi, je savais que le collège, mon frère,
pouvait y être allée, il fallait quand je suivais également ses pas. Donc déjà, j'avais un petit peu la pression, donc je l'ai réussi, du coup. Et quand je suis arrivée, la première année, la sixième, donc ça a été assez compliqué parce que je ne connaissais pas grand monde. Je connaissais quelques-uns de mes anciens camarades, mais qui n'étaient pas du tout dans ma classe. Mhm. Et ce qui fait que voilà, j'ai dû m'adapter, je suis rentrée dans des groupes voilà, de filles et avec qui je ne me retrouvais pas du tout. Donc finalement, l'année de cinquième jusqu'en cinquième, voilà, j'étais encore un petit peu... je me sentais encore un peu seule. C'est qu'à partir de la quatrième que j'ai réussi à vraiment me construire un groupe d'amis et jusqu'en terminale où voilà, ça a été. Ok, interesting. Carole, tu as parlé des difficultés, tu as dit jusqu'à la fin de la cinquième. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu là-dessus? Est-ce que c'est le changement d'environnement? Est-ce que c'est, encore une fois, sans porter ou alors sans jeter la pierre forcément à tes camarades de classe? Est-ce que tu as eu l'impression que tu n'étais pas bien reçu? Est-ce que c'était simplement le passage au collège, le côté un peu parfois tous inadapté qu'on a? Est-ce que tu te souviens exactement de ce qui a rendu cette période difficile? Oui, donc voilà, tu as bien mis le point dessus, c'est que je ne me suis pas sentie, voilà, j'ai pas réussi à trouver ma place. Voilà, j'avais l'impression que bah, enfin, personne ne voulait m'approcher, ou bien ceux qui m'ont approché ou ceux vers qui j'ai pu aller, bah, c'était assez intéressé. Donc, et ça ne m'a pas forcément. Comment expliquer clairement les choses? C'est que voilà, j'ai eu par exemple à être approchée par une fille avec qui au début je pensais que c'était pour de l'amitié, mais en fait derrière je me suis rendu compte que bah, il fallait à chaque fois elle me taxait des sous pour s'acheter quelque chose à manger entre midi et deux, ou voilà. Donc au début j'étais un petit peu généreuse, donc je faisais pas attention, mais je me suis rendu vite compte que en fait c'est comme ça qu'elle fonctionne et pas qu'avec moi. Donc Mhm. ça s'est arrêté là. Après, voilà, je me suis sentie aussi un petit peu jugée et puis mis direct à aller de côté parce que bon, voilà, j'étais la seule métisse de la classe. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand on est métisse à Yaoundé, à Biamassi en plus. Et voilà, c'était. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Ok. Euh, Déjà, merci encore une fois de le partager, Carole. Je vais poser un peu plus de questions sur ce que tu viens de mentionner, l'aspect métis. Et je pense que pour Mm. ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas être métis, la définition de métis, c'est, comme dit le chanteur Yannick Noah, c'est un mélange de couleurs. Et en général, au Cameroun, c'est associé un mix en général, hein, bien sûr, je généralise, entre blanc et noir. Donc tous ceux qui sont clairs de peau, en général, rentrent dans la catégorie métis. Enfin, il y en a très peu, pas beaucoup trop, il y en a très peu au Cameroun en général. Donc tous ceux qui sont un peu clairs de peau en général ont un regard porté sur eux un petit peu différent. Soit les, l'hypothèse derrière, c'est que le fait que tu sois métisse soit lié à un certain statut social, ou alors le fait que, j'ai pas vu que tout le monde a un regard en général un peu plus positif sur les métisses. Je pense que le- la vie en tant que métis, c'est ce point que je veux creuser un peu plus, Carole. Est-ce que tu peux nous dire le premier point qui te vient en tête en termes de oh, c'est une bonne chose parce que je suis différente, et le point négatif en termes de oh, le fait que je sois métisse fait en sorte que telle ou telle personne se comporte de cette façon avec moi? En fait, c'est assez difficile de répondre dans ce sens-là parce que je me suis, quand je vois mon enfance, quand je me rappelle de mes souvenirs, je me suis jamais posé vraiment la question euh, qu'est-ce que ça m'apporte voilà, quand tu es petit, quand tu es petite, bah, tu sais que tu es différent des autres, que les gens ils te regardent un peu plus, on t'appelle blanche, on t'appelle quand tu marches en route. Euh, voilà, mais c'était mon quotidien, mais j'essayais de faire abstraction parce que moi, je ne me considérais pas différente parce que j'estimais que voilà, enfin,
j'ai la même éducation, on a les mêmes professeurs. Mes parents, ils ont toujours été, enfin, ils n'ont jamais différencié, ils nous ont jamais dit, écoute, nous on est comme ça, ta mère elle est comme ceci, toi tu devrais comme cela. On nous a éduqués en fait comme, pour moi, enfin, normalement, donc ce qui fait que même mes amis, enfin, il y en a quelques-unes qui en rigolent parce qu'elles donc pas compte, mais quand tu parles, tu crois que tu es comme nous, alors que pas du tout. Et moi, ça me choquait parce que, de mon point de vue, enfin, je n'étais pas si différente, je n'étais pas du tout différente, c'était juste la couleur de ma peau qui était différente. Donc, en point positif, j'aurais du mal à dire quel est le point positif parce que ce serait, comment dire, non, franchement, je ne vois pas le point positif en fait. C'est comme si, moi, je te demanderais quel est ton point positif d'avoir été noir au Cameroun. Tu- je- Non, mais c'est un bon point. Et, et le point négatif, bah, pour le coup, c'est juste l'attention, en fait, d'attirer tous les regards de tout le monde. Et surtout que les gens, ils te jugent. En fait, ils sont persuadés que tu es riche, que tout te sourit, que tu as tout ce que tu veux dans la vie. En fait, que tu n'as même pas, tu n'as pas de problème, quoi, finalement. Et ça, c'est le cas, j'imagine, que ce soit à l'école ou en dehors, comme tu as dit ça, quand tu marches dans la rue, quand tu... Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu... J'imagine c'est le genre de choses où tu ne te rends pas forcément compte jusqu'à ce que le monde autour de toi te le fait remarquer. Donc, quel était ton mécanisme pour passer outre? Est-ce que tu en parlais à tes parents? Est-ce que tu te confiais à des amis, garçons ou filles particuliers? Comment est-ce que tu passais outre? En fait, je pense que je me mettais juste une barrière et j'étais agressive en fait. Soit agressive, soit je ne répondais pas, donc on pouvait prendre ça comme un peu hautain, alors que pas du tout. Pour moi, c'était une manière de pas rentrer déjà dans le jeu, parce que Mhm. je savais que si je rentrais, bah, de toute façon, si aujourd'hui je vais rentrer dans le jeu de cette personne, demain je vais marcher dans tel quartier, ça va être la même chose. Donc je vais passer mon temps finalement à rentrer dans le jeu des gens et c'était une perte de temps pour moi. Donc en fait, je faisais abstraction de tout ça et si tant soit peu que je réussissais à faire l'abstraction avec la personne ou les personnes réussissaient à venir à la charge et vraiment me pointer du doigt, bah là je devenais agressive en disant c'est bon, lâchez-moi ou je répondais. Mais la première chose c'est que je faisais abstraction, donc ça pouvait peut-être paraître hautain ou méprisant, mais c'était ma barrière en fait, c'était de faire abstraction et de faire comme si de rien n'était. Et après je ne partageais pas du tout avec mes parents parce que, comme je te disais, nous, enfin, on nous a pas éduqués en disant que on était spécial, on était différent. Donc, c'est même pas quelque chose qui nous a traversé l'esprit. Donc, voilà, je parlais que peut-être, voilà, quand il y a des dragueurs à gauche, à droite qui te sortent des phrases, machin, qui est rigolote, bah, je vais en parler aux copines pour rigoler, mais sans plus. Ok, ok, ok. Alors j'imagine, enfin, on en a parlé de quand tu étais en sixième, cinquième, mais en grandissant, donc après la quatrième, après la troisième, enfin, on atteint la Hum. puberté, on grandit, notre corps change forcément. Comment ça s'est manifesté ça? Parce que j'imagine à l'époque, en sixième, cinquième, bon, tu as encore tu as 10, 11 ans, tu es un enfant, mais quand tu Hum. arrives à la troisième, seconde, jusqu'en terminale, comment ça s'est manifesté? Quelle était la différence du regard des autres? Ou alors quelles sont les actions ou bien les difficultés? Comment elles se sont manifestées à cet âge-là comparé à la sixième, cinquième? Bah, ça va être comme je disais encore tout à l'heure, des gens qui te lancent des propos, qui te draguent, qui t'appellent la blanche, voilà, tout le long dès que tu sors de chez toi, en fait, finalement, dès l'instant où tu mets le pied dehors, jusqu'à ce que tu sois dans ton cocon ou que tu arrives quelque part dans un lieu que tu connais, bah, ça va être tout le temps voilà, des mots par-ci, des mots par-là. Tu vas aller au marché, après ça arrive aussi un peu à tout le monde, hein, donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Après je sais pas si comment, enfin peut-être un peu plus que d'autres copines, mais pour moi j'ai vraiment l'impression que c'était tout le temps ça.
c'était au début, c'était soit je rentrais dans le jeu et je m'énervais contre tout le monde et voilà, soit je faisais abstraction et je faisais comme si de rien n'était. Donc à force, je suis devenue en fait, je ne me préoccupais plus de la vie, du regard des autres et j'avais comme des œillères et puis je me fixais juste un objectif. Si je dois aller là, bah, je vais aller là et qu'importe qui me parle. Je sais que mes parents, ils ont aussi toujours été, surtout mon père, il m'a toujours dit, voilà, l'essentiel, le plus important pour une femme, c'est de faire ses études, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'être indépendante, c'est de travailler, il ne faut pas que tu tiennes. Donc mes parents aussi, à côté, je pense qu'ils étaient aussi, voilà, comme tout parent, à un moment donné, quand leur enfant arrive donc la période de la puberté, c'est des sujets quand même qu'il faut sensibiliser, en sachant que, pas culturellement, traditionnellement, au Cameroun ou en Afrique, la fille, voilà, on va être plus attentive à sa manière d'être, comment elle agit, parce que voilà, on ne sait jamais, il ne faut pas qu'elle soit naïve, nanana. Donc voilà, mes parents aussi, voilà, je me rappelle bien les discours de mon père qui disait, voilà, il faut que tu sois sérieuse, il faut d'abord les études, je veux rien d'autre, entendre rien d'autre. Ok. Mais du coup, pour résumer un peu hein, la question, Carole, est-ce que le, euh, le comportement ou bien les... j'ai pas envie d'aller jusqu'à menace, hein, mais peut-être que c'est le mot que je devrais utiliser. Est-ce que entre le moment où tu étais en sixième, les moments où tu étais en terminale, ça n'a pas changé? Parce que j'imaginerais que en grandissant, encore une fois, après la puberté, on est tous un peu plus chaud. J'imagine, dans ma tête, les, le regard des autres ou alors jusqu'où les gens iraient aurait changé avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? La manière dont les gens te parlaient quand tu étais en sixième, comment tu le percevais ou bien le type de menace jusqu'en terminale, est-ce qu'il y a eu une évolution ou un changement ou alors dans ta tête c'était à peu près la même chose pendant toute ta scolarité? Des gens que je connaissais ou des gens comme ce que je connaissais pas par étudiant en général en fait. En général, c'est ça. Quel était ton ressenti? Est-ce que ça s'est resté au simple cadre de oh, les gens me parlent ou m'appellent, comme tu dis, la blanche? Ou alors ça a changé avec le temps, ça a évolué au point où tu commençais carrément à avoir un peu peur pour ta santé et ta sécurité? Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'après un certain moment donné, plus j'avançais, plus je grandissais, et plus, bah, évidemment, les contacts, les gens qui t'accostent sont un peu plus, voilà, ils vont prendre le temps, ils vont par exemple en voiture, ils vont s'arrêter, ou ils vont être insistants pour demander ton numéro de téléphone, ou voilà, c'est sûr que ça devait être, plus ça allait, plus c'était un peu plus insistant, ou un peu plus. Mais moi, j'ai toujours gardé la même ligne de conduite, à savoir que je faisais vraiment abstraction de tout ça, et je faisais aussi surtout attention si je devais sortir, de jamais sortir seule, toujours en groupe ou accompagnée. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que je faisais toujours attention parce que euh, voilà, il y a eu plein d'histoires. On sait toujours qu'il y a tel qui a connu ça ou on a entendu voilà, des viols par-ci, des viols par-là. Donc, bien sûr, ça, c'était toujours en tête. Et donc, même si je sortais toujours en étant accompagnée. Et comme je disais, 18h, je devais être à la maison. Ok, wow. Je fais un point rapide avant de changer de sujet pour parler un peu de... bah déjà, c'est gentil à toi d'en parler, Carole, parce que je sais que c'est un point, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui, pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, j'imagine, hein, sont des choses qu'on n'imagine pas, parce qu'on se dit, non mais il doit y avoir que des aspects positifs liés au fait d'avoir c'est pas, ta couleur de peau différente d'un pays où la plupart des gens sont foncés de peau. Donc, j'attire l'attention sur tous ceux qui peuvent nous écouter. Vous avez forcément des amis, des cousins, de la famille, de tout âge qui peuvent passer par certaines difficultés dont vous ne vous rendez pas compte, simplement parce qu'on n'en parle pas. Tu vois, je pense que c'est pas spécifique au Cameroun, hein, en Afrique en général, tu as certains sujets où dans la société ou bien dans la culture, c'est censé être vu comme une bonne chose. Donc, même si tu veux te plaindre, en fait, je pense que on a l'impression que la société ne te le renverra pas bien. Parce qu'on te dira, non mais attends, mais non seulement tu es clair de peau, mais en plus tu te plains, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, alors que bah, comme tout être humain, tu as des difficultés attachées à ça. On va switcher un peu, Carole, pour parler du basketball. Parce que c'est un point dont je me souviens. À Vogt, tu faisais partie
tu faisais partie des joueurs de basket et tellement bien que tu jouais même dans l'équipe, je crois masculine ou féminine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que ça a commencé le basket pour que tu te retrouves encore une fois, comme on dit, à faire chauffer certains de nos camarades de classe, même en terminale. Oui, donc ça a commencé en seconde. J'avais envie de faire une activité. Voilà, j'avais envie de faire une activité extrascolaire et du coup, j'avais une amie qui était, dont la grande sœur jouait au basket dans le collège et elle m'a dit, bah tiens, on va essayer, si tu veux, viens, on fait des entraînements et puis on peut voir comment ça se passe. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à leur premier entraînement avec JC, donc au collège. Et ça s'est tellement bien passé, et j'ai vraiment apprécié. Et comme le sport, le sport en général, déjà j'aimais bien le football parce que bon, voilà, on y est quand on est petit, quand on a des grands frères, on est obligé de suivre tous les matchs de foot, donc à force, on aime le foot. Et donc finalement, foot, basket, le basket était un peu plus accessible pour les filles. Donc au collège Vogt, je suis rentrée en seconde donc, dans l'équipe du collège. Donc ça a été des concours, voilà, on a rencontré des autres lycées et collèges durant l'année scolaire. Donc c'était vraiment intéressant, c'était challengeant et j'ai vraiment pris du plaisir, hein, surtout avec un coach qui était un peu comme un grand frère pour nous et qui ne laissait personne nous approcher. Donc, pareil, s'il y avait quelques garçons qui venaient essayer de regarder ou de nous suivre, bah, il les chassait très, très violemment en disant laissez-les tranquilles. Donc, voilà, c'était vraiment une chouette expérience, hein. Awesome. Yeah. C'est le premier point qui me vient en tête, mais de ton point de vue, entre la seconde et la terminale, est-ce que tu peux nous parler des points marquants, que ce soit le passage de la première à la terminale? Pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun, on a un examen qui s'appelle le probatoire, qui est un examen entre la première et la terminale, que tous les élèves de première passent. Et si tu ne l'as pas, bah, tu es obligé de refaire ta première. Donc, quels étaient entre la seconde et la terminale les éléments marquants pour toi, Carole, que ce soit les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs? Qu'est-ce qui te revient quand tu penses à cette période-là? Oui, bah, les mauvais souvenirs, on va commencer par ça. C'est que moi, parce que voilà, le collège Vox, c'est quand même un collège qui a une renommée, et donc il y a une certaine. Voilà, nous, les étudiants, les écoliers qui étaient surtout quand tu arrives en seconde C, donc c'est des camarades de classe qui sont quand même très intelligents, qui ont vraiment une tête bien faite, comme on dit. Et Mhm. moi, je ne me retrouvais pas spécialement là-dedans. Donc, j'ai eu un peu de mal par rapport à mes autres camarades de trouver mon rythme. Et Mhm. donc, en seconde, ça a été encore plus ou moins. Mais en première, c'était la catastrophe. Donc, mon premier semestre, mon premier trimestre, c'est simple, j'étais vraiment en dessous de la moyenne. Donc je me suis dit, mais comment je vais réussir à passer l'examen, mon probatoire, en étant aussi mauvaise que ça, surtout quand tu es frustrée parce qu'à côté, tu as tous tes camarades qui sont largement au-dessus de toi, et moi, je n'arrivais pas à tenir le rythme parce que bon, mon grand frère, il était aussi parti entre-temps, c'était lui qui m'aidait pas mal. Mhm. Donc, du coup, ça m'a donné voilà, le premier trimestre en étant, je sais pas, 61e sur 67 ou je sais plus combien on était. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je vais pas continuer comme ça. Donc, je me suis vraiment boostée. Et ce qui fait qu'à la fin de mon année de première, j'ai terminé dans le tableau des 10 premiers. Donc, j'étais vraiment fière de moi, et le probatoire, je l'ai eu avec franc succès. Et puis la terminale, voilà, ça s'est aussi passé dans la même lignée. Donc vraiment, la plus dure pour moi, c'était d'être au niveau de la classe finalement, parce que on se retrouvait tous à être voilà, un petit peu dans une sorte de compétition, mais gentille, mais il fallait quand même s'accrocher pour moi. Pour d'autres, c'était plus naturel, mais pour moi, pas du tout.
Ok. Et le point positif, bah, c'est que voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment exceptionnelles avec qui on est toujours d'ailleurs en contact, hein. Et surtout qu'on a partagé vraiment des moments forts et puis des moments, des temps spirituels aussi, où c'était pas que voilà, qu'on n'avait pas que l'école, on avait le côté spirituel où on faisait des retraites, où on se retrouvait à aller dans d'autres sites pour voilà, vous passer la journée en récollection. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très important. Ce partage-là, il m'a vraiment beaucoup marqué et jusqu'à présent, je trouve que c'est vraiment une super... c'était vraiment super. Et puis voilà, il y avait aussi le côté basket à côté où on a porté les couleurs du collège, on a porté aussi les couleurs de la classe. Voilà, donc c'était vraiment des bons moments de ce partage-là. Ah, c'est vrai que j'imagine qu'effectivement, de ce point de vue-là, quand tu parles simplement du basket, c'est quand tu joues, en fait, c'est ça dans ta tête, c'est pas que tu joues pour le plaisir, mais tu représentes également ta classe et ton collège, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Nice. Euh, je vais zoomer un peu sur ce qu'Carole a mentionné. Je n'ai jamais parlé, je pense, mais le collège François-Xavier Vogt est soit le meilleur, soit parmi les deux meilleurs. Enfin, bref, c'est considéré comme l'un des meilleurs collèges et lycées au Cameroun. Et quand Carole parle de retraite, c'est un collège catholique. Donc beaucoup de retraites sont spirituelles parce que l'éducation à la semaine, je crois qu'on avait 1 ou 2 heures de catéchèse par semaine. Donc je pense que ça crée, enfin de mon point de vue, hein, ça effectivement nous a créé des liens différents de simplement l'aspect éducatif lié aux notes. Je pense que derrière ça, on avait, je me souviens également le jeudi, c'était, comment ça s'appelait, les louanges. Donc le jeudi, Ouais. entre midi et 13h, on se retrouvait dans une église à chanter. Effectivement, ça crée des liens. Je sais que rien que le fait d'y penser aujourd'hui, ça ramène de bons souvenirs. Donc définitivement, je me retrouve forcément dans ces souvenirs-là. Carole, quittons un peu le lycée, le collège. Est-ce qu'on peut parler de la maison? Quand tu penses aux valeurs que tu as aujourd'hui en tant que femme, est-ce que tu peux, je sais que c'est pas une question facile, hein, le retracer un peu aux valeurs que les parents t'ont transmises à la maison? Parce que comme tu as dit, après le baccalauréat, 17 ans, tu quittes le Cameroun pour la France. Donc, on dit à 17 ans que tu n'es pas forcément une femme, mais tu n'es plus une petite fille non plus. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu penses à qui tu es, quelles sont les valeurs que tu tires de l'enseignement à la maison? Bah oui, voilà, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu mon parcours et comment, voilà, comment je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est clairement parce que voilà, mes parents, ils ont vraiment pris le temps de nous montrer, de nous dire qu'est-ce qui était important, donc notamment, voilà, toujours être focus sur son travail, toujours aller chercher à faire du mieux qu'on peut, d'aller toujours de l'avant, et puis être surtout, rester, enfin de les voir aussi, parce qu'ils ne le disaient pas forcément, mais de les voir toujours accueillants, la porte grand ouverte. C'était vraiment, on voyait toujours du monde passer, on a toujours eu des oncles, des tantes qui sont restés 1, 2 ans, ça tournait, voilà, les parents, ils ont toujours, en fait, finalement, travaillé, été droit dans leurs bottes et partagé tout ce qu'ils avaient. Donc, et à côté de ça, il y avait aussi le côté, voilà, spirituel, où on allait à l'église les dimanches soirs. Donc, ces valeurs-là donc, qui étaient la simplicité, la générosité. Euh, pour moi, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de garder les pieds sur terre, de pas, bien sûr qu'on a eu, il y a toujours les chemins, le chemin il est jamais droit, mais j'essayais quand même de faire au mieux et bon, tout le long aussi de mon parcours, ils ont toujours été présents, la famille aussi, les oncles, les tantes, voilà. Donc, je pense que c'est, ça peut être, oui, ça, je peux dire aussi que l'amitié, parce que l'amitié aussi, les amis avec lesquels tu choisis d'être,
sont très importants aussi parce que c'est avec eux aussi que tu passes la plupart du temps, que tu partages des, des choses assez intimes et donc vous grandissez ensemble et si vous êtes dans le même fonctionnement, dans le même... donc forcément, ça resserre encore plus le lien et ça te rend encore plus fort. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire comme ça. Ok, ok, ça marche. Je sais pas, Carole. On va rapidement transitionner et parler de la fin 2015. Parce que fin 2015, nous sommes à la fin de la terminale et nous retrouvons en train de, en tout cas beaucoup d'entre nous, à quitter le Cameroun pour la France. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que, à ce moment-là, sortant de la terminale, tu vas quitter le Cameroun, tu vas quitter le pays, tu vas quitter le cocon familial. Est-ce que le départ pour la France, est-ce que c'est plus associé à des joies, à des craintes, à des angoisses? Quand tu y repenses, qu'est-ce que la France ou aller en France signifiait pour toi à ce moment-là et qu'est-ce qui te passait par la tête? Bah, pour moi, c'était l'inconnu, donc c'était quand même des craintes, mais à côté de ça, je savais que voilà, si j'avais envie de réussir, de pouvoir aussi rendre fière ma famille, mes parents, je savais qu'il fallait que j'aurais plus de chance en fait en venant en France euh, d'étudier ici pour j'aurais plus de chances d'avoir d'opportunités pour avoir un travail. Donc j'étais contente, mais en même temps, voilà, j'avais quand même des craintes parce que évidemment, quand on a 17 ans, on laisse toute sa famille proche, voilà, ici. Mais après, moi, à côté de ça, par rapport à tous mes camarades à l'époque, j'avais la chance quand même que mon grand frère était déjà ici et j'avais de la famille aussi du côté de ma maman qui est française et d'origine normande. Donc voilà, j'étais pas non plus livrée à moi-même tout seul. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement je ne pouvais pas même je pouvais pas me plaindre devant mes camarades qui étaient dans le même cas que moi, sauf qu'ils n'avaient vraiment pas du tout de famille. Mhm. Et donc je me suis vraiment sentie quand même chanceuse pour le coup d'avoir ces personnes-là que je connaissais déjà et qui faisaient partie de ma famille ici. Même si dans le concret, quand tu arrives vraiment en tant que dans ta première année, dans ton 9 mètres carrés, et que là tu te retrouves vraiment, vraiment seul, tu te dis, bon, ben voilà, on y est. Et quand voilà, on se dit la famille, on a la famille côté français, mais on voit qu'en fait finalement la famille ne fonctionne pas, la famille française ne fonctionne pas comme la famille camerounaise, donc il y a des déceptions, mais voilà, on prend sur soi et puis on dit c'est pas bien grave, au moins ils sont là, donc on va pas se plaindre et puis on fait comme ça, on fait avec. Ça marche, ça marche, ça marche. Merci Carole. Je pense que pour une première partie, je pense que l'objectif est atteint. Donc l'idée c'était de parler un petit peu de toi, de ton enfance jusqu'au départ pour la France, avec encore une fois ce que ça évoque comme joie, comme difficulté, comme challenge. Donc merci à toi encore. J'invite tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour la deuxième partie. On parlera bien sûr de l'arrivée en France, ce que ça évoque comme joie, comme difficulté. On pourra faire peut-être un petit zoom aussi sur ce que ça veut dire d'être métis en France. Les petites comparaisons avec l'expérience au Cameroun contre l'expérience en France. Et puis surtout parler de la vie matrimoniale de Carole. Parce qu'entre-temps, l'amour du basket et autre chose ont poussé Carole à rencontrer quelqu'un que je connais et que j'apprécie également. Donc j'aimerais y rentrer parce que je pense on y apprendra un petit peu plus de la vision de Carole et de son couple. J'en dis pas plus parce que je vais laisser un peu de suspense et vous pousser à nous rejoindre pour la deuxième partie. Donc merci encore Carole, Atalako à vous de nous écouter jusqu'à présent et à tout de suite.